Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Handball, ce week-end, Trappes s'est facilement imposé contre Argenteuil en 32e de finale de la Coupe de France sur le score de 34-25. Retour sur l'exploit du petit poussé yvelinois dans quelques instants. Rugby, Montigny-le-Bretonneux a repris le chemin de la compétition ce dimanche contre Marcoussis à domicile. Malgré une belle résistance, les Igny-Montins se sont inclinés 18-11 et restent à la 6e place du championnat de promotion honneur. Résumé à suivre. Foot US, les Templiers d'Élancourt reprennent le championnat de 2e division ce week-end pour leur premier match de la saison. Les Élancourtois accueilleront les Vikings de Villeneuve d'Ascq. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevrons dans ce magazine des membres de l'équipe. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc par du handball. On jouait ce week-end les 32e de finale de la Coupe de France. Trappes, qui évolue en excellence départementale, recevait Argenteuil, une équipe de pré-région. Malgré cette division d'écart, les trappistes ont réalisé l'exploit de se qualifier sans forcer pour le tour suivant. Score final 34-25. Le résumé, le montage est signé Romain Ruspini. Une qualification historique. Trappes, une équipe refondée en 2014, va accéder au 16e de finale de la Coupe de France après sa victoire 34-25 contre Argenteuil. Résultat acquis en première période, les trappistes comptaient 6 buts d'avance à la mi-temps. Franchement, aujourd'hui, ça a été fait dès la première mi-temps parce que pour nous, on s'est préparé à ce match-là. On a tout donné dans les 10 premières minutes et on a fait la différence dès le début. Donc on a senti que c'était facile après pour nous. On a tendance à dire que les 10 premières minutes de chaque mi-temps, c'est là où se fait la différence. Et les joueurs ont répondu présent. Donc là, c'était, en tant que coach, là, c'était parfait. Pour continuer son épopée, Trappes s'est appuyé pendant la partie sur une grosse activité offensive avec des gestes spectaculaires en première période. Autre point fort de l'équipe sur ce match, la défense. Les trappistes n'ont concédé que 25 buts face à Argenteuil, une formation qui évolue pourtant une division au-dessus des trappistes. Depuis le début de l'année, on prenait une trentaine de buts, 32 buts par match. Et on a fait un gros travail de défense pour préparer ce match. Donc l'objectif a été rempli. Quand on est en défense, il faut être agressif, il faut montrer qu'on est présent sur le terrain. Donc on l'a montré en défense. On a essayé de monter de la balle rapidement pour prendre l'avantage. Une combativité qu'il faudra conserver au tour suivant. Trappes est désormais le petit poussé d'Île-de-France. L'équipe pourrait affronter pendant les finales régionales Bondoufle, Ménécy ou Brie-sur-Marne 3 équipes de pré-région. La rencontre sera programmée le week-end du 18 février, mais en attendant, le club peut savourer. Toujours en handball, c'est un petit événement. Chez les féminines, Montigny-le-Bretonneux a remporté ce week-end son tout premier match de la saison dans le championnat de National 2. Les Igny-Montaines se sont imposées 31-18 contre Aubervilliers lors de la 9e journée. Au classement, avec cette victoire, l'équipe de Montigny-le-Bretonneux reste dernière du championnat à la 12e place, mais compte seulement 2 points de retard sur le premier non relégable. Nous allons maintenant quitter les ballons de handball pour les ballons ovales. En promotion honneur de rugby, Montigny-le-Bretonneux s'est incliné 18-11 ce week-end contre Marcoussis à domicile. Leur 6e défaite de la saison en 10 matchs disputés. Retour sur la rencontre avec Nicolas Dandry. C'est la pénalité du bonus défensif. Montigny-le-Bretonneux se contentera de ce point, une défaite 11-18 face à Marcoussis. Lors de la première mi-temps, les deux équipes ont commis de nombreux en avant. Après 20 minutes de jeu, le score est toujours vierge. Mais Montigny-le-Bretonneux débloque la situation. Après une mêlée, le demi d'ouverture tape un coup de pied par-dessus pour lui-même. Plaqué au sol, il réussit à transmettre. L'ailier remet intérieur au numéro 13 pour inscrire le premier essai de la rencontre. Après une pénalité convertie en fin de première période, Montigny mène 8-0 à la pause. On a su rester dans le match sur la première mi-temps, on a su proposer du jeu collectivement, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les matchs précédents, et c'est ça qu'on va relever aujourd'hui, et qu'on a eu la force mentale d'aller chercher le bonus défensif dans les dernières minutes. La seconde période a basculé en faveur de Marcoussis. Revenu des vestiaires avec un jeu plus direct, sans séquence de passes et des avants dominateurs, les Essoniens réussissent à inscrire une pénalité et 3 essais, dont celui-ci après une touche et un maul qui s'écroule dans l'embut Igny-Montins. Ensuite, on a commencé à subir dans les impacts. Et Marcoussis a pris le dessus de façon logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas désuni. Et il ne faut pas oublier que c'est les leaders de la poule et qu'ils ont des joueurs à des postes clés qui font la différence et qu'ils ont réussi à remettre la main sur la balle.
Au classement, Marcoussis conserve sa seconde place. Montigny-le-Bretonneux pointe au 6e rang. Prochain match dimanche 21 janvier face au 3e de la poule, Garches-Vaucresson. Un autre résultat de rugby, mais cette fois-ci en Fédéral 2, le promu Plaisirois n'a rien pu faire sur le terrain de Bobigny ce dimanche. Plaisir s'est largement incliné 71-3 à l'extérieur à l'occasion de la 12e journée. Au classement, les Yvelinois restent 10e du championnat avec 6 points d'avance sur le premier relégable Arras et 9 sur la lanterne rouge d'Aumont. Le maintien semble se dessiner pour Plaisir. En football, petit exploit de Versailles en Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans. Les Versaillais qui évoluent en R2 se sont imposés 2-1 ce dimanche contre Cholet, club de R1. Les 2 buts ont été inscrits par Samy Matoug. Le tirage au sort des 32e de finale aura lieu ce jeudi. Le prochain match sera quant à lui programmé le dimanche 4 février. Après le soccer, nous allons parler de football américain. Les Templiers d'Élancourt reprennent le championnat de 2e division ce week-end. Pour ce premier match de la saison, les Élancourtois reçoivent les Vikings de Villeneuve-d'Ascq ce samedi soir. Pour nous parler de cette reprise, nous recevons sur ce plateau le directeur sportif Frédéric Anderson, le joueur Dominique Mosiconacci, l'ancien président et aujourd'hui membre du bureau Georges Agostino et le nouveau président Joël Da Silva. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler du match, nous allons revenir sur la grande nouvelle qui a bouleversé, on peut le dire, l'intersaison des Templiers d'Élancourt, la passation de pouvoir au niveau de la présidence. Georges Agostino, pourquoi avez-vous décidé de quitter le club ? Ça faisait 17 ans que vous étiez au club, à la tête du club. 17 ans en tant que président, oui, effectivement, et depuis l'origine du club, donc 33 ans. Comme tu viens de le dire, c'est une passation, c'est un passage de relais et il était temps qu'il y ait un peu de sang neuf au sein des Templiers. Après, pour des raisons personnelles, je pars bientôt à la retraite dans 2-3 ans, donc voilà, une petite passation comme ça. Le club des Templiers étant un club sain, il n'y a pas eu de discussion autre, c'était vraiment un passage de témoin. Il y a eu une usure peut-être au fur et à mesure des années ? On va dire ça, mais du sang neuf, bon, une usure à force de faire une petite usure, on va dire ça, oui. Joël Da Silva, vous êtes désormais le nouveau président. Est-ce que vous allez être dans la continuité de Georges Agostino ? On va le voir au fur et à mesure du temps. Je pense pour le moment, oui, on va être dans la continuité de ce qui a été fait. Le club, ça fait plus de 30 ans qu'il existe, donc il n'y a pas de raison de passer à une révolution immédiate. D'accord. Ce n'est pas trop dur de succéder à un monument comme Georges Agostino ? Bien sûr. Il connaît tout le monde dans le club, il connaît tout le monde dans la ville quasiment, donc ça va être un peu plus compliqué, oui. Ça peut vous perturber, vous, les joueurs, ce changement au niveau de la présidence, je pense à quelques jours de la reprise? Niveau bureau, non, je pense pas. On n'est pas super impacté par ce qui se passe sur le bureau. Nous, c'est plus le terrain, quoi. Frédéric Anderson, vous, le directeur sportif, vous êtes du même avis? Oui, et puis de toute façon, la direction du club était on a un bureau assez étoffé, on a une structure qui est en place, qu'on a étoffée ces dernières années, et du coup, le projet reste inchangé, donc c'est plus un changement de visage et les objectifs restent les mêmes, toujours de gagner et de performer au plus haut niveau possible. Et vous allez continuer à suivre le club, Georges Agostino? Bien sûr, je serai toujours là, présent samedi soir déjà. Et du coup, on va parler du match de samedi soir. Ouais. Ce début de saison de deuxième division, vous le sentez comment, Frédéric Anderson? Bien, c'est avec impatience surtout, parce que ça fait longtemps qu'on le prépare. Notre saison s'est un peu achevée prématurément l'année dernière, début mai. Et depuis on pense à cette saison, et puis depuis la rentrée en septembre, on travaille et on poursuit les efforts qui ont été accomplis l'année dernière, et on espère que cette année, on va pouvoir franchir un palier et pouvoir enfin atteindre nos objectifs. Comment vous sentez le groupe cette année? Beaucoup plus investi. Au niveau des présences, au niveau du travail personnel, en dehors du club, plus de sérieux. Plus d'assiduité aux entraînements également? Plus d'assiduité, plus de sérieux, plus de... l'envie de faire plus que l'année dernière. L'objectif, président, ça sera de remonter cette saison? Dans un premier temps, ça vous va avez atteindre les quitté playoffs. la première division il y a 2 ans. Ouais. Dans un premier temps, ça va être d'atteindre les playoffs, et puis après, on verra au fur et à mesure, chaque match viendra. Georges Agostino, vous pensez que c'est possible, la montée, cette année? C'est possible, est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. C'est une équipe relativement jeune depuis l'année dernière. Bon, là, ils vont prendre une saison de plus. Il faut encore sûrement étoffer un peu le vivier et que ces jeunes aient de l'expérience, mais c'est abordable. On va voir les 2-3 premiers matchs qui vont nous donner le tempo de la saison. L'équipe va-t-elle se renforcer avec des imports US? Généralement, il y en a 2 chaque année au Templiers. Certainement, on va en prendre au moins un d'ici quelques matchs qui devraient arriver bientôt. Et
De toute façon, l'américain, c'est toujours un plus, mais la base de l'équipe, ça reste les joueurs qui sont déjà présents et qui travaillent depuis plusieurs années sur le projet qu'on essaie de développer. Les Américains, ils viennent, ils s'en vont. C'est toujours un atout en plus sur l'effectif parce qu'ils ont plus de métiers à un niveau supérieur. Mais si autour de l'Américain, la structure, le reste de l'équipe est faible, ça ne fera pas de différence, ça ne permettra pas forcément d'atteindre les objectifs juste parce qu'on a un Américain. Cette année encore, vous avez choisi Ekmans, comme Jonathan Ekman, comme quarterback de l'équipe. Pourquoi faire confiance à un joueur français plutôt qu'à un joueur américain? Déjà, il a largement le niveau pour mener l'équipe, il connaît le système parfaitement, il peut communiquer facilement avec le joueur vu qu'il est français, et ça fait partie aussi de la volonté qu'on avait mise en place au début du projet de former un quarterback français. Et l'avantage de prendre un quarterback français, c'est qu'on peut prendre un apport sur une autre position aussi. Donc ça a ses avantages non négligeables. Dominique, vous êtes d'accord avec Frédéric Anderson? Totalement d'accord. C'est le quarterback parfait pour les Templiers d'Elancourt? C'est le bon quarterback qu'il faut. Et avec lui, parfait, oui. Il y a une bonne osmose avec lui Après, sur le terrain? Je ne sais pas, parce que parfait, je ne sais pas si on peut dire parfait, mais je pense que c'est le quarterback qu'il nous faut. Ce premier match contre les Vikings va-t-il être décisif, Président? Non, c'est qu'un premier match de début de saison, mais celui-là qui donnera un peu le tempo. Vous êtes favori? Oui, je pense que oui, on est favori. Jean-Jacques Gostinot? Oui, je pense aussi, oui. On les a battus aller-retour l'année dernière avec une équipe qui avait encore moins d'expérience que cette année. Donc c'était une nouvelle équipe l'année dernière, donc je pense qu'on est favori, oui. D'accord. Victoire? Vous êtes tous unanimes autour de cette table? Vous êtes favoris de la rencontre? Oui. Merci à tous les quatre d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de réussite pour cette saison. Le premier match des Templiers est donc programmé ce samedi à 20h au Complexe Sportif Europe à Elancourt. Résumé à suivre lundi prochain sur TV à 78. Du cyclisme à présent, le parcours officiel du Paris-Nice 2018 a été dévoilé ce mardi à Versailles par les organisateurs. Comme chaque année, depuis 9 ans, le peloton s'élancera le dimanche 4 mars depuis les Yvelines. Chatou et la petite commune d'Orsonville seront les villes étapes de ce tracé. Les détails, un montage de Romain Ruspini. Après Bois d'Arcy en 2017, c'est au tour de Chatou d'être ville-départ du Paris-Nice. Le 4 mars prochain, le peloton s'élancera pour un départ fictif de l'île des Impressionnistes avant un départ réel à Fourqueux. Les cyclistes passeront ensuite par Villepreux et Villiers-Saint-Frédéric avant de s'engouffrer dans la vallée de Chevreuse. On va aller chercher la côte de Boulay-les-Trous, on va aller chercher la côte de Châteaufort, mais côté Estelle Jacques-Anquetil, donc ça parle aussi, ce sont des endroits qui parlent. Et un retour sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Bois d'Arcy, et après on sort du département à la Selle-Saint-Cloud. Le tracé de cette première étape de 135 km a été imaginé pour apporter du suspense à la course. Comme Paris-Nice se joue à quelques secondes près, les secondes qui seront prises ou perdues dès le premier dimanche dans les Yvelines compteront sans aucun doute 8 jours après sur la promenade des Anglais. Le lendemain, le peloton prendra le départ de la deuxième étape depuis le village d'Orsonville, une commune de moins de 400 habitants située dans les environs de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Moi je trouve ça bien parce que le vélo c'est pas que le Tour de France, des épreuves comme Paris-Nice ça permet aussi à des communes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'accueillir le Tour de France d'avoir une épreuve cycliste de renom avec des coureurs de renom et puis faire plaisir à tout le monde, aux habitants, aux gamins des écoles pas loin ou quoi, c'est bien. Ouais. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les habitants de la commune qui pourront croiser les stars du cyclisme français comme Arnaud Démare ou Varenne Barguil. Oui, je suis contente. Je suis pas trop le cyclisme moi, mais mon conjoint le suit, donc on va sûrement aller voir les coureurs. Ça va peut-être dynamiser un peu le village, quoi. Hein, parce que c'est un petit peu calme, quoi. Et puis faire découvrir un peu aux gens le village d'Orsonville. Une fois le départ donné, les 22 équipes cyclistes rouleront pendant 4 km avant de quitter le département des Yvelines pour l'Eure-et-Loire. Ils reviendront en 2019 pour une nouvelle édition. On continue à parler de cyclisme. Il n'y aura pas de nouveau record pour le super centenaire Robert Marchand, le sportif de 106 ans qui avait réalisé en 2017 22,5 km en 1 heure au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines est officiellement à la retraite. Le sportif d'1,50 m a annoncé, je cite, qu'il avait la tension qui déconnait. Pourtant, l'année dernière, il avait l'air d'en avoir encore sous la pédale. Nous avions eu sa réaction juste après son record. Ça va bien. J'ai pas vu l'affiche les 10 dernières minutes. Sinon j'aurais été botté plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas vu.
Encore un super record pour Robert Marchand, un grand bravo en tout cas. Un mot de badminton à présent, les Volants d'Elancourt ont organisé ce week-end leur 17e tournoi de double au Palais des Sports. L'événement a réuni plus de 350 participants venus de 89 clubs français. Le samedi, des matchs hommes et femmes étaient programmés et le dimanche, c'était au tour des doubles mixtes, une tradition selon le président du club des Volants d'Elancourt et organisateur de l'événement, Éric Moyer. Le badminton, c'est un des premiers sports qui a été réellement mixte olympique. Donc le mix est très important dans le badminton. Un tournoi de double sans double mixte, ça ne peut pas se faire. Le premier double mixte a été programmé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. À Elancourt ce dimanche dans la catégorie double mixte. C'est la paire Magali Burkel et Bacôme Richard qui a remporté la compétition. Les autres résultats sont à retrouver sur le site internet du club qui s'affiche à l'écran. On passe maintenant à la rubrique Agenda. On commence cet agenda par du karaté. Plaisir va accueillir les championnats des Yvelines cadets, minimes et juniors kata et combat ce samedi et dimanche au Palais des Sports de la ville. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Yves Etienne, président du karaté club Plaisirois, Khalil Yajou, entraîneur dans la structure, et Moussali, sportif au sein du club. Bonsoir. Bonsoir. Président, c'est une première pour le club. Pourquoi avez-vous décidé d'organiser cette compétition ? C'était votre choix ou plutôt le choix de la Ligue de karaté des Yvelines ? C'est une entente mutuelle, c'est-à-dire que le karaté club de plaisir doit se faire connaître un petit peu plus dans la région. On a déjà beaucoup de résultats, mais on voulait aussi organiser, avoir des événements, parce qu'on a des infrastructures qui sont extrêmement de bonne qualité. Et donc, le comité départemental a demandé à ce que l'on accueille ce championnat-là. Et du coup, vous avez répondu favorablement tout de suite. Totalement. Alors, vous avez à l'heure actuelle 211 licenciés au sein du club. L'organisation d'un tel événement peut-elle attirer plus de monde au sein de la structure ? Bien sûr, c'est pour faire. C'est aussi un objectif coup de projecteur ? Coup de projecteur et pour montrer vraiment ce que c'est que le karaté. À savoir qu'en 2020, le karaté va faire partie des JO. Et donc, c'est une bonne chose. Et montrer vraiment ce que c'est que le karaté, et ses valeurs, la compétition, ce que c'est en différentes formes, parce qu'on fait les katas et les combats ce week-end-là. Moussali, c'est spectaculaire, le karaté ? Bien sûr, c'est toujours spectaculaire. C'est un sport beau à voir, bien sûr, et on veut montrer aux autres ce que le karaté représente au sein du sport. Vous allez participer, vous, à la compétition ? Oui, j'ai participé en senior en catégorie moins de 84 kilos. Est-ce que c'est une compétition que vous aviez notée dans votre calendrier depuis de nombreuses semaines ? Bien sûr, depuis le début de saison, parce que c'est qualificatif pour les Îles-de-France. Et suite à cela, si on gagne, on fait partie des 12 premiers aux Yvelines, on accède directement au championnat Île-de-France, championnat régional. Au niveau du coup de la compétition, est-ce que le niveau sera relevé ? Bien sûr, il y a de très bons compétiteurs. Il y en a qui ont pas mal d'expérience. Et Moussa fait partie de cette élite. Il est très complet, il dispose de pas mal de qualités qu'il a acquis à travers les entraînements qu'il a eu par son coach. Et donc on compte sur lui pour ramener des résultats, et ainsi que d'autres membres du club. Président, tous les meilleurs karatékas des Yvelines, lapsus, karatékas des Yvelines viendront pour la compétition ? Ah oui, tout à fait. C'est justement un point de rencontre important. Ils viendront de partout, des Yvelines, de toutes les Yvelines. Il va y avoir une trentaine de clubs qui vont venir, amenant leurs meilleurs compétiteurs. Et je pense que chez nous, on va faire de très bons résultats. Comment on prépare au mieux cette compétition ? Elle se prépare, c'est un travail en amont, travail sur la préparation physique, préparation mentale, parce que sans les deux, même si on est très bon techniquement, on ne peut pas accéder à un titre. Mais donc, comme je dis, préparation physique, et ensuite, au fur et à mesure, on travaille la technique jusqu'à la dernière semaine ou le dernier mois. On est focus plutôt sur la technique, de façon que le jour J, il n'y a aucun problème, la machine elle est réglée, on a juste à dérouler. Vous avez un objectif de résultat ? Championnat de France, champion de France, pour notre poulain Moussali. Donc Moussali qui est la meilleure chance du club ? Lui et d'autres, mais lui a plus d'expérience puisqu'il a fait plusieurs titres en championnat de France, plusieurs podiums en Île-de-France. Il a pas mal d'expérience et il s'entraîne aussi avec l'équipe de France, je crois. Au Krebs. Au Krebs, ouais. Donc c'est une pépite qu'on a, et on tient absolument à ce qu'il montre le club de plaisir ce qu'il vaut, et je pense qu'il a des bonnes chances. Est-ce que le président a fixé un objectif
aux athlètes du club? Oui, évidemment. Hein, donc c'est de ramener un maximum de titres et d'aller le plus haut possible, que ce soit. Vous n'avez pas d'objectif chiffré? C'est-à-dire? Vous n'avez pas un nombre précis de places, de premières places visées? Ah bah s'ils peuvent tous y aller, c'est-à-dire que là on propose presque 13 compétiteurs. Si les 13 arrivent dans les premières places, pour moi ce sera très bien. À savoir que l'année dernière on avait fait une razzia, on avait eu pas mal de titres. Ça a été un comeback pour certains d'entre nous et donc on veut réitérer ce qui s'est passé l'an dernier. Plaisir est l'un des plus gros clubs des Yvelines. Est-ce que c'est le meilleur club des Yvelines? Pour moi, oui. C'est le meilleur club. On a de bons profs, un bon prof même. Et on a un bon bureau aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, sans ça, c'est un travail d'équipe, comme on dit. Malgré qu'on soit tout seul sur le tatami, on fait partie d'une équipe. On va dire, chacun ramène sa petite touche pour pouvoir exceller, quoi. Moussali, vous confirmez? Ah oui, les meilleurs coachs sont à Plaisir? Ah oui, oui. Je fais une petite dédicace à coach Mohamed Gendouzi. J'espère qu'il verra ce reportage. Et ouais, c'est le meilleur coach. On n'en doute pas. C'est lui qui nous a Alors, il y aura également la présence du double champion du monde, Antonio Diaz. Il proposera des stages le samedi. Ça va booster encore plus la fréquentation de l'événement? Ah oui, totalement. Le fait d'avoir un champion du monde, un double champion du monde de kata individuel qui vient du Venezuela après la préparation pour l'Open de Paris, c'est quelque chose de très très important et nous faire un stage et avoir la chance d'avoir un stage avec ce genre de personnage, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que ça va apporter justement sa venue? Étant donné que c'est un titre au niveau mondial, il va nous montrer vraiment le karaté sous toute sa splendeur, on va dire. C'est toute la technique, comment gérer, comment faire son kata correctement. Peut-être apporter quelque chose de nouveau, peut-être qu'on ne connaît pas. De toute façon, on est là pour apprendre tous les jours, donc on apprend tous les jours. Et si c'est un prof c'est un champion du monde, on va dire, un prof, qui va nous montrer une autre perspective, des autres techniques, et pourquoi pas en apprendre davantage. Moussali, en tant qu'athlète, ça vous fait quoi de voir un champion comme Antonio Diaz? Déjà, ça nous fait rêver, parce qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours un double champion du monde, surtout à Plaisir. Du coup, on va prendre exemple sur lui et essayer d'arriver comme lui pour être peut-être un jour champion du monde. Ça va vous motiver encore plus pour la compétition? Ouais, beaucoup plus quand même. Vous allez lui demander les conseils, peut-être? C'est sûr. J'espère qu'il parle espagnol. un petit peu. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt, tout simplement, président, pour ce grand événement? Oui, tout à fait. Oui, on a encore fait les derniers briefings ces derniers jours là, mais on est vraiment prêt, que ce soit les coachs, que ce soit les compétiteurs ou que ce soit le bureau chez nous et tous les bénévoles qui vont être présents pour cette compétition. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour l'organisation de cet événement et beaucoup de médailles pour le club. Et on continuera à vous suivre sur TV 78. Du tennis à présent, la 15e édition de l'Open de tennis de La Verrière a débuté ce week-end au parc sportif Philippe Cousteau. Plus de 150 participants se sont inscrits pour la compétition, dont 60% d'Yvelinois. Les finales se dérouleront le dimanche 4 février. Si vous voulez assister au match, l'entrée est libre. Le juge arbitre du tournoi nous donne le programme de la compétition. Le week-end, on va dire que c'est une quinzaine de matchs par jour, le samedi et le dimanche. Et ceci donc sur 3 semaines. Et en semaine, donc du lundi au vendredi, on a 6 matchs par jour. On est un petit peu limité au niveau des créneaux, mais on a des matchs qui démarrent à 18h pour se finir à... Ça peut aller jusqu'à minuit, au pire, on va dire. Et on termine par du football et le championnat de première division de district. Le Chénet recevra Montigny-le-Bretonneux ce dimanche 21 janvier à 15h au stade Michaud pour le compte de la 12e journée du championnat. Un match crucial pour les Igny-Montins qui sont actuellement derniers du championnat avec une seule victoire au compteur depuis septembre. Le Chénet est lui classé à la 8e place. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.